Les pétroliers ne trouvent plus de pétrole conventionnel. Les découvertes annuelles de pétrole conventionnel déclinent depuis plus d'un demi-siècle. Nous, Européens, on dépend pour plus de la moitié de nos approvisionnements de sources qui sont soit en déclin avancé, soit qui vont entrer en déclin, et plutôt tôt que tard. Cette vulnérabilité sur le gaz naturel, on n'a pas voulu la voir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'industrie européenne est en récession depuis des mois, l'industrie allemande est en récession depuis 2 ans. Il y a des risques de contraintes dans l'accès au pétrole pour l'Europe dès cette décennie, et ce risque se transforme en probabilité très très élevée pour la décennie 2030. Bienvenue dans le Greenator Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'approvisionnement pétrolier européen, déclin de la mer du Nord, déclin de l'Afrique ou déclin de la Russie. L'Union européenne voit ses fournisseurs historiques de pétrole s'effondrer. D'où cette question, l'Europe risque-t-elle un effondrement énergétique? Pour y répondre, nous recevons Mathieu Ozano, journaliste spécialiste des questions énergétiques, auteur d'Or Noir et de Pétrole, le déclin est proche, et directeur du Shift Project, un think tank qui cherche à décarboner nos économies. Mathieu Ozano, bonjour. Bonjour. Première question, alors on se moque souvent de cette question de pic pétrolier parce qu'il y a des gens qui disent voilà, ça fait 20 ans qu'on en parle, on n'en a jamais vu le bout du nez. Et pourtant, en 2008, il y a des gens qui disent qu'en fait, on a franchi un pic pétrolier et qu'en fait, la crise de 2007-2008, c'est une crise aussi énergétique. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, il faut peut-être rappeler de quoi on parle. Le pic pétrolier, un pic pétrolier, c'est le moment où une source de pétrole atteint son maximum de production. Parce c'est une ressource finie, eh bien, quand tu développes un champ pétrolier, la production part de zéro, passe par un maximum. Au moment, grosso modo, où tu as vidé la moitié des réserves, où tu as vidé la moitié de l'entrepôt, eh bien, la production va décliner. Okay, donc ça, c'est le destin de toute ressource finie, en fait. Et pétrole compris, mais c'est vrai pour une mine de charbon, pour une mine de ce que tu veux. L'Agence internationale de l'énergie, ce sont eux qui ont officialisé le fait qu'en 2008, on a franchi le pic du pétrole, de la production mondiale, de pétrole conventionnel. C'est le pétrole liquide, classique, que l'on trouve dans des roches réservoirs. Et c'est encore aujourd'hui les 4/5 de la production mondiale de pétrole. Donc on ne parle pas de cacahuètes. Okay. En 2008, il y avait quasiment que du pétrole conventionnel dans la production, dans l'offre mondiale, et puis un peu de pétrole lourd. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Effectivement, on n'est jamais revenu au niveau de production de 2008 pour le pétrole conventionnel, le pétrole liquide classique, et ce qui a pris le relais, ce sont l'ensemble des pétroles dits non conventionnels, naturellement, en commençant par le pétrole de schiste. Ce qui différencie le conventionnel et les non conventionnels, c'est les modes de production, en fait. Où est-ce qu'on va chercher le pétrole et comment on l'exploite? Donc, il y a les pétroles lourds. On parle parfois des sables bitumineux du Canada. Il y en a aussi au Venezuela, notamment. Et puis, il y a ce pétrole de schiste. Alors, le pétrole de schiste, il y a un pétrolier qui avait trouvé cette expression qui expliquait que, en gros, c'était comme si on avait mangé les cornflakes et qu'on attaquait le paquet de cornflakes. Pourquoi? Parce que le pétrole de schiste, on va le chercher dans la roche-mère, à périphérie de la roche-mère, qui produit le pétrole conventionnel qui remonte dans les roches réservoirs. Okay, bon. Pourquoi c'est important? D'abord, peut-être, pourquoi est-ce qu'on était sûr de franchir ce pic? Eh bien, parce que, en fait, si tu veux, un pic de production et un début de tarissement de la production, ça suit le moment où on ne découvre plus assez de pétrole conventionnel. En gros, c'est simple, hein. Tu vides la baignoire d'un côté et tu dois la re-remplir de l'autre avec des nouvelles sources. Okay, il se trouve que les pétroliers, c'est un ancien patron de l'exploration de Total, dont je suis assez proche, qui, pour plaisanter, dit on est nuls, les pétroliers, depuis quelques dizaines d'années par rapport à nos prédécesseurs. La situation, qui est un fait de la vie, qui plus est ancien pour les pétroliers, c'est que les pétroliers ne trouvent plus de pétrole conventionnel. Ou en tout cas, ils ne trouvent pas des volumes équivalents à ce qu'on trouvait dans les années 60, 70, 80. Grosso modo, les découvertes annuelles de pétrole conventionnel déclinent depuis plus d'un demi-siècle. Donc il ne faut pas être grand clair pour se dire si les découvertes déclinent, c'est-à-dire si je n'arrive pas à re-remplir mon entrepôt ou à re-remplir la baignoire, et que je continue à vider la baignoire au même rythme, voire ce qui est le cas, j'accrois le rythme auquel je vide la baignoire, ou je vide l'entrepôt,
à un moment donné, ça va atteindre une limite. Cette limite a été franchie en 2008. Tu dis décline, mais quand on regarde les graphiques des rapports, effectivement, il y a énormément de découvertes dans les années 1900, 1920, puis après dans les années 1970. Et puis depuis, plus rien, à part quelques exceptions près au Kazakhstan. Plus rien, ça serait exagéré, mais si tu veux, il y a... Quasiment, enfin, c'est la loi des grands nombres. On cherche du pétrole. L'humanité cherche depuis l'époque de Rockefeller, c'est-à-dire depuis un siècle et demi, du pétrole partout sur Terre. Okay, l'horizon de l'industrie dans cette découverte aujourd'hui de pétrole conventionnel, ça s'appelle l'ultra deep offshore. Donc on va chercher, comme au large de Rio, le pétrole à 10 km sous la surface des flots. Ça va être l'Arctique, où beaucoup de pétroliers rechignent à aller parce que les risques industriels sont monstrueux et on devine pourquoi. Ou c'est du pétrole, c'est un peu les fruits pourris qu'on n'avait pas envie de cueillir. On sait qu'ils étaient là. L'Ouganda, typiquement le projet de Total en Ouganda, on sait qu'il y a du pétrole à cet endroit-là, mais les pétroliers étaient pas super pressés de l'exploiter parce que là, c'est pas que tu es très au fond de la mer, c'est que tu es très très loin de la mer. Donc il faut tirer un tube de 3000 km grosso modo, pour amener le pétrole dans un terminal pétrolier. La situation, c'est la loi des grands nombres. Tout comme il y a un pic de la production mondiale de pétrole en 2008 et le début d'un déclin qui se confirme depuis, on reste nettement en dessous de ce pic pour le pétrole conventionnel. En fait, il succède à un pic des découvertes. Et donc, on voit très bien, si on regarde sur un siècle, les découvertes annuelles de pétrole augmentées, passées par un maximum dans les années 60. Alors, c'est la grande époque du Golfe Persique, des découvertes au Nigeria, autour du Golfe de Guinée de manière générale. Et puis, décliner lentement mais sûrement, avec des millésimes de découvertes qui sont de plus en plus maigres, année après année, alors que, les progrès en géophysique et en traitement du signal, grâce au numérique notamment, on fait des tout petits progrès depuis les années 60, et qu'on n'a jamais mis autant d'argent pour chercher et développer au cours des dernières décennies, pour chercher et développer des ressources pétrolières. Donc on met de plus en plus d'engrais, mais la récolte est de plus en plus mauvaise. On est face à un problème qui n'est pas un problème de capital, qui n'est pas un problème de technique, autrement dit qui n'est pas un problème économique stricto sensu, mais qui est un problème géophysique, c'est-à-dire un problème, une limite écologique. Donc cette limite, elle a été franchie maintenant il y a 17 ans, pour le pétrole conventionnel qui, encore une fois, constitue l'écrasante majorité de ce qui arrive dans les stations-service du monde entier. Et pour l'instant, on n'a pas tiré les conséquences, la conséquence étant qu'on est face à un phénomène inexorable. Et que même si les pétroles non conventionnels devaient se développer massivement, la question est de savoir, il y a deux questions, c'est de savoir est-ce que ces pétroles non conventionnels peuvent compenser le déclin du pétrole conventionnel? Il y a des raisons d'en douter. Et est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? Et en particulier, dire par égoïsme, est-ce qu'il y en a pour les Européens? Les Européens sont aujourd'hui les premiers importateurs mondiaux de pétrole avec la Chine, et on y reviendra peut-être, il y a beaucoup de raisons de douter qu'on puisse, dans le jeu géostratégique sur le contrôle des approvisionnements pétroliers, qu'on soit aujourd'hui les mieux armés, c'est le cas de le dire, pour continuer à étancher notre soif de pétrole qui reste très très forte. Même si on a un petit déclin comme ça de la production avec une amorce de début, de commencement, de éventuellement sortie effective des énergies fossiles, soit commencé à engager depuis un quart de siècle, il ne faut pas se leurrer. Ce rythme de déclin est bien sûr pas du tout assez rapide pour le climat, mais il n'est pas assez rapide non plus vraisemblablement pour nous épargner d'être rattrapés par ce que j'appelle la voiture balai des politiques de décarbonation, c'est-à-dire le déclin d'un certain nombre de sources de pétrole, sur lesquelles on compte aujourd'hui massivement. Et peut-être juste, tu parlais de la crise de 2008. Alors je défends la thèse que la crise des subprimes a comme facteur déclencheur principal le franchissement de ce pic du pétrole conventionnel. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a il n'y a pas de solution de continuité entre l'éclatement, la bulle des subprimes, donc c'est le choc, la crise de 2008, c'est pour beaucoup cet éclatement des prêts hypothécaires américains, et l'augmentation des cours du baril sans précédent qu'on a connu entre 2002 et 2007-2008, qui a tout à voir avec l'approche d'une limite dans l'accès au pétrole conventionnel. En gros, les pétroliers
ont du mal à aller chercher ce qu'on appelle le baril marginal, c'est-à-dire le nouveau baril, justement, re-remplir, voilà, ont du mal à aller le chercher. On voit des déclins s'amorcer, la mer du Nord, j'y reviens, un certain nombre de pays du Golfe de Guinée. L'Afrique, de manière générale, est passée par un pic et n'est pas revenue en 2007. La production africaine de l'ensemble du continent africain, c'est des gros producteurs, l'Algérie, le Nigeria, l'Angola. Tous ces pays-là, globalement, sont passés par un maximum juste avant la crise des subprimes. L'Arabie Saoudite a connu un trou d'air à ce moment-là où ils ont dû remettre beaucoup d'investissements parce que leur production commençait à marquer le pas. Autrement dit, ce phénomène écologique qui est le franchissement du pic du pétrole conventionnel a, pour moi, directement été le facteur principal qui a percé la bulle des subprimes et déclenché la crise qu'on connaît avec les effets secondaires. On va revenir plus spécifiquement sur le cas européen, parce que vous avez fait une étude, ensuite on a fait un livre qui est absolument passionnant sur les risques d'approvisionnement européen en pétrole. Après, vous avez fait aussi sur le gaz. Simplement, juste pour mettre en perspective, à quel point l'Europe est dépendante des hydrocarbures. Ah, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Alors, on est le premier importateur mondial. Okay, à égalité avec la Chine. Grosso modo, on compte en millions de barils jour. La production mondiale, c'est 100, c'est facile. La production mondiale, c'est 100 millions de barils jour. Okay, et la consommation, c'est ça aussi, parce qu'on consomme tout ce qu'on produit, malheureusement. L'Europe importe 10, et la Chine importe 10. On importe plus de la moitié du brut qui nous permet de faire fonctionner, d'effectuer la puissance économique, sociale, politique européenne telle qu'elle est organisée aujourd'hui. On importe plus de la moitié de ce pétrole de sources qui sont soit déjà en déclin, en tarissement, en cours de tarissement avancé. J'ai parlé de la mer du Nord, j'ai parlé de l'Afrique, je pourrais ajouter l'Azerbaïdjan. Ça fait déjà, donc ils sont soit en déclin avancé et irrémédiable, considérés comme irrémédiables, soit qui voisinent le déclin, qui sont des producteurs qu'on appelle matures, c'est-à-dire qui sont à peu près au maximum de leur capacité de production. Et là, vous avez le gorille de 500 tonnes dans le destin, qui bloque un peu le destin de l'Europe, ça s'appelle la Russie. C'est-à-dire que la Russie, outre les turpitudes de M. Poutine, si j'ose m'exprimer ainsi, est un producteur dont on sait, d'après l'AIE, d'après le Kremlin, et très modestement d'après le Shift Project, parce qu'on a précisé ces choses-là, est un producteur qui, sanctions économiques ou pas, est proche d'un déclin inexorable, comme l'ont connu les États-Unis en 1970, la mer du Nord au début des années 2000, l'Afrique en 2007. C'est plus d'un tiers des approvisionnements de l'Europe, en brut, qu'on consomme toujours. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce pétrole, on consomme du pétrole russe. Hein, si on ne sait pas, on n'a pas trop touché au pétrole. On a mis les sanctions sur le gaz, mais encore, on importe beaucoup de gaz russe. Mais le pétrole russe, il est toujours consommé. On est toujours au même niveau de consommation mondiale. Et ce pétrole, simplement, au lieu de venir directement en Europe, il est blanchi, si j'ose dire, par des raffineurs, notamment des raffineurs indiens, qui sont fait une spécialité de blanchir cet or noir russe. Donc on est vraiment dans le système, et pour nous c'est un élément fondamental dans ce qu'on cherche à faire aujourd'hui au Shift Project. Il n'y a pas que pour des raisons éthiques ayant trait à la responsabilité qu'on a vis-à-vis des générations futures de sortir des énergies fossiles au nom du climat. Il n'y a pas que cette raison-là, il y a une seconde raison, qui est une voiture balai des enjeux de décarbonation, qui est le fait que nous, Européens, on dépend pour plus de la moitié de nos approvisionnements de sources qui sont soit en déclin avancé, soit qui vont entrer en déclin, et plutôt tôt que tard, puisque les Russes, non seulement ont une ressource qui est au bord du déclin pour des raisons géophysiques, mais qui en plus sont visées par un certain nombre de sanctions. Juste pour préciser la dépendance qu'on a, j'ai plus des chiffres très précis en tête, mais en France, on dépend de l'ordre de à peu près 60% de notre énergie, de l'énergie qui est consommée, des hydrocarbures. On a souvent en tête l'électricité nucléaire, oui. Mais pour l'instant, c'est une part, c'est 25% en gros de l'énergie qu'on consomme. Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu plus, mais disons que l'idée est là. C'est-à-dire que très souvent, il faut quand même le dire, même avec des gens qui sans doute qui prennent le temps de nous écouter, qui ont sans doute quelques rappeurs, il ne faut jamais oublier qu'on a cette fâcheuse tendance à confondre électricité et énergie. Et à focaliser le débat sur la transition énergétique sur un débat sur l'électricité, alors qu'en fait, dans la plupart des pays européens, les 2 tiers,
voire plus de ce qu'on consomme, c'est autre chose que de l'électricité, et c'est essentiellement du pétrole et du gaz fossile, et du charbon. Voilà. Donc en fait, en se focalisant sur l'électricité, on loupe plus de la moitié du problème. Voilà. Et du coup, on comprend mal la situation. Et si on regarde la question du gaz, pour moi, le lien est évident. Alors, le gaz est très important pour l'électricité, mais il est très important aussi pour un certain nombre de process industriels, il est très important pour le chauffage, voilà. Et le gaz naturel, c'est le petit frère du pétrole. Donc, en général, quand vous trouvez du pétrole, il y a du gaz pas loin. C'est un peu les mêmes formations géologiques. La production européenne de gaz, d'Europe de l'Ouest, décline depuis 2004. Ça, à nouveau, c'est la mer du Nord. La mer du Nord, on l'a développée à partir des années 70. On est passé par un maximum au début des années 2000. Ça a été prédit correctement et on est passé par un maximum. On a atteint ce pic de la mer du Nord pour le pétrole en 2000 et pour le gaz naturel, en 2004. Okay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la faute stratégique, l'erreur, l'aveuglement fatidique qu'a fait l'ensemble de l'Union européenne et en particulier son industrie? C'est de se dire, OK, on a une ressource qui est en train de une ressource, on va pas dire domestique, mais locale, qui s'appelle la mer du Nord, qui est en train de se tarir, de gaz naturel. On va miser, on va avoir une production domestique qui décline, on va avoir une consommation domestique qui, elle, va augmenter parce qu'on compte beaucoup sur le gaz naturel pour sortir du charbon, pour pallier l'intermittence du soleil, pour prendre le relais quand il n'y a pas assez de soleil ou pas assez de vent, et pour, notamment dans le cas de l'Allemagne, compenser la fermeture des centrales nucléaires. Donc on fait le choix, notamment après l'invasion de l'invasion de la Crimée en 2014, de doubler notre mise sur le gaz naturel, sachant que ça fait 10 ans, en 2014, que la production de gaz naturel décline, et on est sur une tendance où la consommation domestique de l'Union européenne va augmenter très fortement. À quel moment on s'est dit que ça allait bien se passer? C'est-à-dire que tout le gap entre cette production qui décline et cette consommation qui augmente, grosso modo, c'est M. Poutine qui va nous la fournir. Bon. Qu'on ait oublié la Tchétchénie au début des années 2000, ça me paraît invraisemblable, mais passons. M. Schröder est allé bosser chez Gazprom après que M. Poutine a organisé des viols de masse en Tchétchénie, entre autres turpitudes, si j'ose dire à nouveau. Voilà. Mais en 2014, l'invasion de la Crimée, vous savez de combien la consommation européenne de gaz naturel a augmenté entre la Crimée et l'Ukraine? Non. 20%. Dans le cas de l'Allemagne, 25%. C'est une erreur, c'est une faute géostratégique, éthique, parce qu'on avait, par ailleurs, on s'est quand même payé de mots sur le fait que, ah non, mais bon, le gaz naturel, c'est un moindre mal du point de vue du climat. Mais pour des raisons, pour une lecture basique des enjeux de puissance dans lesquels sont pris les États, les nations de l'Union européenne, cette vulnérabilité sur le gaz naturel, on n'a pas voulu la voir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'industrie européenne est en récession depuis des mois. L'industrie allemande est en récession depuis 2 ans. Les plus grands industriels, notamment en Allemagne, BASF, par exemple, font leurs investissements où? Plus en Allemagne. Ils vont là où l'énergie est pas chère. Ils vont notamment du côté du Texas. Bon. On s'est mis dans la main de M. Poutine, on s'est mis dans la nasse tout seul. Non seulement on a fait un pacte faustien avec un monstre, mais en plus, on a été d'une inconséquence et d'un aveuglement tragique. Ce que je veux dire par là, c'est que ça soit pour le climat, ou que ça soit pour assurer la souveraineté économique, c'est-à-dire politique, on doit maintenant compter sur nos propres ressources en énergie. Et ces ressources en énergie, à part l'Allemagne avec son charbon, ce sont des sources qui sont décarbonées. On a épuisé le charbon en France, on a épuisé le charbon au Royaume-Uni, on a épuisé le charbon en Wallonie. La mer du Nord, je le disais, est un cas d'école d'un tarissement inexorable. Donc, que ça soit pour assurer notre avenir en tant qu'union de démocratie, ou pour montrer la voie sur le climat, souveraineté et décarbonation, c'est la même, finalement, pour nous, Européens, c'est largement, essentiellement la même chose. Juste pour finir là-dessus, c'est très intéressant et très important. Dans le rapport que vous avez publié, sur les 16 plus gros fournisseurs qui représentent 96% de nos importations de pétrole, vous dites que 14 sont en déclin.
Et ce qui est très intéressant aussi, c'est à quel rythme ça va aller. Est-ce que, bon an, mal an, jusqu'à 2030, il va y avoir un léger déclin et ça va aller? Est-ce que ça va s'effondrer vite? Est-ce que ça va s'effondrer vite d'ici 2050? La question du rythme, elle est importante aussi. Oui, dans le cas de la Russie, notamment, on pourrait avoir une évolution assez spectaculaire. Et c'était avant-guerre notre premier fournisseur de brut. Je veux dire quelque chose par rapport à ça. On ne cherche pas à prédire l'avenir. On cherche à être raisonnablement pessimiste. On cherche à développer un discours de prudence. Qu'est-ce qui se passe si les pétrogéologues que j'ai mobilisés pour ce travail, notamment l'ancien patron de la production et un ancien patron de l'exploration de Total, donc pas précisément des perdreaux de l'année, ou des néophytes, Alain Lehner et Marc Blaiseau, pour les nommer et les remercier, et le troisième auteur principal qui a été le monsieur pétrole de la IE. Olivier Reich. Olivier Reich, absolument, que je salue. Si ces gars-là ont même en partie raison, on n'est pas bien du tout. Si on continue à se payer de mots sur nos objectifs de décarbonation. Donc il faut décarboner pour le climat, même le rythme qu'il faudrait tenir pour réussir à tenir nos objectifs de décarbonation, il est très rapide. Il suppose un effort, une mobilisation intégrale de la société, des forces productives. C'est l'équivalent d'un effort de guerre. Mais derrière ça, si on continue à tarder, et on continue à tarder, en n'étant pas assez consistant, pas assez audacieux, pas assez cohérent, nous courons le risque d'être rattrapés par la voiture balai qui s'appelle la déplétion des ressources pétrolières. Et on a déjà été rattrapés. En fait, j'ai même plus besoin de faire de la prospective. Ce que je viens de raconter sur le gaz. Déclin depuis 2004. On ignore pendant près de 20 ans ce déclin, on n'en tire pas les conséquences. Eh bien, je le redis, l'industrie allemande est en récession depuis maintenant 2 ans. Voilà. Donc on est déjà dans ce monde, on est déjà rentré, sans parler des causes de la crise de 2008, l'Europe s'enfonce dans un marécage qui est un marécage fait de limites physiques dans notre accès à notre première source de puissance, qui s'appelle l'énergie fossile aujourd'hui. Juste pour mettre des chiffres là-dessus, alors c'est des chiffres qui sont tirés de votre étude, mais d'ici 2050, je vais citer quelques-uns des plus gros importateurs de pétrole de l'Union européenne, des plus gros fournisseurs, pardon. Le Kazakhstan, moins 40%, la Libye, moins 60%, l'Algérie, moins 65%, l'Angola, moins 93%, le Nigeria, moins 90%. Et sachant qu'il y a des pays comme le Nigeria, qui ont une croissance démographique exponentielle, on se dit que d'une part, ils sont en déclin, et qu'en plus, ils vont avoir des besoins domestiques de plus en plus importants. Ça va être très compliqué d'aller trouver ne serait-ce qu'un peu de pétrole en 2050. Absolument, absolument. Encore une fois, on ne prétend pas prédire l'avenir. On décrit juste un risque. On documente un risque. On n'a pas travaillé comme ça, c'est pas du doigt mouillé. Alors, j'ai dit le pédigré des gens qui ont fait cette étude, mais on s'est fondé sur l'une des 3 sources de référence mondiales sur l'intelligence économique oil and gas qu'utilise l'OPEP, qu'utilise l'AIE, Rystad Energy, une société norvégienne pour ne pas la nommer. On a utilisé ces données-là et la conclusion, c'est il y a des risques de contraintes dans l'accès au pétrole pour l'Europe dès cette décennie, et ce risque se transforme en probabilité très très élevée pour la décennie 2030. Mais du coup, ça suppose de faire des choix audacieux et cohérents. Je vous donne un exemple. À la fois de ce qu'il faudrait faire, et puis de l'étroitesse de vue dominante aujourd'hui en Union européenne. Le rapport Draghi, Mario Draghi a publié en septembre dernier un rapport qui a fait beaucoup de bruit et qui est en train de donner le tempo de la nouvelle Commission européenne. Le premier élément de son diagnostic, la figure 1 de son rapport, c'est montrer l'écart de compétitivité sur les prix de l'énergie entre l'industrie européenne, d'une part, et les industries américaines et chinoises, d'autre part. Bon. Monsieur Draghi, mais globalement, voilà, c'est le tempo, encore une fois, qui est donné pour la Commission européenne, dit donc il faut continuer il faut faire le marché unique, il faut déréguler, et puis il faut développer plein d'activités qui vont consommer beaucoup d'énergie. À commencer par le numérique et
l'intelligence artificielle dont on n'avait pas... Bon, bref, je ne vais pas discuter de l'intérêt, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Union européenne n'a pas les moyens de tout faire. Nous sommes contraints. Alors, je mets à côté, encore une fois, parce que manifestement, malheureusement, ce n'est pas une raison suffisante pour agir, je mets de côté les objectifs au nom de décarbonation, au nom du climat. Mais compte tenu de notre situation, du point de vue de nos approvisionnements en pétrole et en gaz, dans le système tel qu'il est fait aujourd'hui, où, comme tu l'as rappelé, les 2/3 de ce qu'on consomme, c'est l'énergie fossile, échapper à la NAS, à cette NAS-là, ça suppose de faire des choix ciblés et exclusifs sur ce que l'on veut faire, ce que l'on veut développer ou encourager comme industrie, et ce que l'on veut promouvoir comme mode de consommation. Tu peux prendre un exemple ? L'exemple peut-être le plus quotidien, c'est la mobilité, les transports. C'est marrant, l'automobile un peu rêvé, ça reste, peut-être, je sais pas, dans mon imaginaire, ça reste la grosse Cadillac qui consommait peut-être 25 litres au 100. Les SUV qu'on sort aujourd'hui, alors certes, ils consomment plus 25 litres au 100, mais ils sont très lourds, surpuissants, c'est-à-dire qu'on les fabrique pour qu'ils puissent monter à 180 ou 200, alors qu'on limite sur 130. Et surtout, et aussi, ils sont vides. C'est-à-dire que, grosso modo, quand vous regardez le matin pour vos transports quotidiens, il y a une personne dans la caisse. Bon. Le Shift, on n'est pas les seuls, mais on est allé très loin dans cette démonstration, a montré que, moyennant un développement à nouveau cohérent, audacieux et exclusif de mode de transport pour, au quotidien, faire les 15-20 bornes que la plupart d'entre nous, ou moins, faisons au quotidien, il est parfaitement possible, moyennant des investissements qui n'ont rien à voir avec l'argent qu'a pu mettre la France, par exemple, pour développer ses lignes de TGV ou ses autoroutes, donc c'est-à-dire en développant une composition intelligente de covoiturage, vélo, train, bus, intégrés de façon pertinente, il est parfaitement possible de permettre à une grande partie de la population de se déplacer au quotidien sans utiliser ces grosses bagnoles vides, trop lourdes, trop puissantes, qui font le déficit commercial d'un pays comme la France. L'essentiel du déficit commercial qu'on a en France, c'est notre facture de pétrole et de gaz. Bon. Là encore, décarbonation, souveraineté économique, c'est la même chose. Bon. Ça suppose de changer d'objectif. C'est-à-dire que, grosso modo, on sent bien là que le système industriel, le système économique est un peu comme un canard sans tête. Où est-ce qu'on va aujourd'hui ? On mésestime, on ignore, on met sous le tapis un certain nombre d'objectifs environnementaux, dont l'objectif climatique. On double down, comme on dit en anglais, on double la mise sur ce système fondé sur les énergies fossiles qui nous conduit au précipice, qui nous conduit à la catastrophe climatique, et qui fait qu'aujourd'hui, on a Trump d'un côté, Poutine de l'autre, et Mohamed Ben Salman derrière. Il faut qu'on se réveille. Hein. On est dans un moment équivalent à l'effort de paix. Je n'ai pas envie de parler d'effort de guerre, mais l'effort de paix que la nation a fait, en France par exemple, ou les nations européennes ont fait après la Seconde Guerre mondiale, quand il n'y avait plus un seul pont entre Le Havre et Paris, et que ne se posait pas la question de savoir comment on allait... Non, on s'est mobilisé collectivement face à quelque chose qui était peut-être plus tangible, qui était la destruction d'un certain nombre de villes, de poumons économiques, en France, en Allemagne, en Belgique et ailleurs. Bon, aujourd'hui, c'est un poison lent, peut-être plus diffus, plus discret, mais enfin, la perte d'emplois industriels qui fait qu'on perd notre destin aussi, parce qu'on perd notre savoir-faire, c'est quand même un phénomène ancien et qui, pour moi, tient à une première limite physique qui était la limite sur le charbon. Le choc de 73, l'Europe s'en est jamais vraiment remis. Il y a vraiment un moment, un avant, un après. Les crises européennes, début des années 2010, elles sont directement liées à la crise de 2008. Bref, derrière tout ça, pour moi, il y a un soubassement physique qui a trait à notre situation d'humain avec une volonté de puissance délirante misant sur des ressources finies. Et puis il y a notre situation, à nous, Européens, qui sommes les parangons
qui sommes pour moi la pointe extrême de cet aveuglement, parce qu'on n'a même pas le pétrole de schiste ou le gaz de schiste des Américains ou le charbon des Chinois. On pourrait se dire, après nous le déluge, et tant pis, on sera les plus puissants. Mais on peut même pas. Donc il faut se réveiller et regarder cette situation en face. Ce que tu dis pour résumer, c'est qu'en fait, on appauvrit nos États en continuant on n'a plus les moyens de nos modes de vie, de faire 30-40 km en voiture chaque jour, en SUV. Si, on a les moyens de notre mode de vie, mais simplement en les faisant un peu différemment. Oui, non, ce que je veux dire, à consommation de pétrole, avec la consommation de pétrole et de gaz actuelle, en fait, on appauvrit nos États et on pourrait s'enfonce dans un marécage. Alors qu'il faut remonter la pente et trouver une autre vallée qui est un autre mode d'organisation. Et pour la mobilité, je prends l'exemple de la mobilité quotidienne, y compris en grande banlieue, y compris à la campagne, on peut, nous, en tant que nation, investir pour mettre à disposition des modes de transport qui vont coûter beaucoup moins cher à la collectivité en termes d'émissions de CO2. Bon, je le signale, même si manifestement, ça n'est pas une raison suffisante, mais aussi en termes de facture énergétique. Facture énergétique et, in fine, ex ante, de contraintes. Si l'énergie coûte cher en Europe, si l'industrie européenne n'est pas compétitive, n'est plus compétitive, c'est parce qu'on a ignoré, encore une fois, le déclin de la mer du Nord et les conséquences que ça allait avoir, conséquences que M. Poutine a bien identifiées. Et donc tu parles d'économie de guerre, ça veut dire concrètement quand même que... Je parle d'efforts de paix, d'efforts de reconstruction. Oui, non mais je traduis. Ça veut dire quand même... La même chose. En fait, il faut des changements d'usage. Pour préserver la paix, qu'il faut faire ça. Il faut des changements d'usage d'une magnitude absolue et donc, par exemple, remettre en cause la voiture individuelle. Enfin, c'est de cet ordre. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a des choses qui sont assez profondes. Il y a beaucoup de choses qui ne changeront pas. En fait, l'idée, la blague que je faisais sur notre mode de vie, en fait, c'est garder la capacité, en tant que démocratie, de faire en sorte que les citoyens puissent se déplacer librement et sans trop de contraintes au quotidien. Et voilà. Donc ça veut dire miser sur le train plutôt que sur le kérosène. Enfin, je veux dire, encore une faute historique. Comment c'est possible qu'il soit 10 fois moins cher de faire Paris-Berlin en avion et 10 fois plus rapide qu'en train? Les premiers engagements de l'Europe, ça remonte à 1997 en termes de décarbonation. On n'a fait que procrastiner. Et aujourd'hui, on est déjà rattrapé, encore une fois, par cette voiture balai qui est conduite par M. Poutine, en fait. Justement, il y a beaucoup de choses qui ne changeraient pas. Au contraire, c'est préserver notre mode de vie. C'est préserver ce qui fait qu'on sait, bon an, mal an, faire en société, encore en Europe. Et je veux le souligner, on est quand même dans une situation où, si on regarde un peu autour de nous, aux États-Unis, en Afrique, en Chine, le projet de démocratie libérale, il commence à... Voilà. Et nous-mêmes, alors, le projet démocratique est attaqué de toutes parts, et ce qui fait le soubassement économique, infrastructurel de ce projet, parce que si on fait démocratie, c'est parce qu'on a pu se le permettre. Voilà, l'augmentation du mode de vie et l'évolution vers des sociétés plus libres, c'est la même chose, en fait. Donc il n'y a pas de démocratie sans pétrole. Enfin, sans énergie abondante. Je sais pas. En tout cas, il y a des hasards dans cette histoire-là. Il y a des circonstances, mais on peut observer qu'un certain nombre d'évolutions, de progrès de la société. De certaines sociétés occidentales sont concomitantes avec l'essor d'une abondance matérielle qu'on doit au départ au charbon, puis au pétrole, puis à l'électricité. Simplement, le camp de base, il est en train de... C'est-à-dire les énergies fossiles, le point d'origine de tout ça, il est en train de s'effondrer sous nos pieds, quoi. Par exemple, le divorce, il est permis parce que on a la capacité aujourd'hui de vivre, d'avoir 50 mètres carrés pour une seule personne, alors qu'il y a 2 siècles, c'est trop cher. Très bien, Jean Covici dans sa BD. L'abondance énergétique et la démocratie moderne, il y a quand même quelque chose, il y a un lien très très puissant entre les deux. Donc, se rendre compte que ce soubassement énergétique qui fait l'abondance
est à double titre à dépasser pour le climat et pour éviter les limites physiques sur le pétrole et sur le gaz. Tout ça, ça nous oblige, si on veut continuer à faire progresser le projet d'Union européenne qui fait que ça fait 70 ans 80 ans qu'on ne s'est pas mis sur la gueule en Europe de l'Ouest, il faut qu'on soit cohérent et audacieux, et lucide surtout. La lucidité, elle tient en fait d'accepter le fait que l'Europe est vulnérable dans le système énergétique dont elle est tributaire et immédiatement contrainte dans le système alternatif des énergies bas carbone. Toutes les alternatives au pétrole et au gaz et au charbon, qu'on soit très pro-nucléaire ou très pro-renouvelable, ou ce que vous voulez, ont ceci de commun qu'elles sont plus compliquées à développer au même niveau de consommation que celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut réfléchir partout où c'est possible et urgemment et de façon cohérente à, par exemple, des modes de déplacement pour le quotidien qui soient beaucoup plus sobres, qui soient organisés, des systèmes de mobilité quotidienne qui soient beaucoup plus sobres à chaque fois que c'est possible, tout simplement pour qu'on continue à pouvoir aller bosser, chercher les gosses et partir en week-end quand on a envie, de manière à peu près libre, comme on l'a aujourd'hui. Tu parlais du gorille en parlant de Poutine. Tu nommais en gros nos créanciers énergétiques, que sont Poutine, Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, et Trump de l'autre côté aux États-Unis. Ça, c'est un fait quand même majeur de ces dernières années. C'est l'arrivée du pétrole et des gaz de schiste. Ça a permis en quelques années aux États-Unis de devenir le premier producteur mondial de pétrole. C'est un événement, je crois que dans un de vos rapports, tu dis que c'est, toi ou quelqu'un d'autre dit que c'est un événement d'une ampleur similaire à celle de l'émergence de l'Arabie Saoudite dans les années 70. Ouais. Le pétrole de schiste, ça a été un miracle énergétique mondial en dépit des conséquences sur le climat. Oui, c'est la planche de salut inattendue. Quand je dis, on a commencé une conversation sur s'il n'y avait pas eu le pétrole de schiste, l'économie mondiale, à moins qu'elle se soit décidée à décarboner très vite, serait dans une situation peu enviable. Il se trouve que les pétroles non conventionnels, et en particulier le pétrole de schiste, ont permis de prendre le relais et permis de continuer à accroître la production mondiale de pétrole pour le malheur du climat, mais pour la satisfaction des objectifs contradictoires avec ceux du climat de perpétuation du business as usual pour faire de la croissance. Oui, les États-Unis, en une décennie, ont réussi à développer, donc je disais, à peu près l'équivalent d'un dixième de la production mondiale de pétrole, ce qui est absolument considérable, et en chemin faisant, à redevenir exportateur net de pétrole et de gaz. Depuis la crise de 2008, il y a eu un certain nombre notamment la baisse des taux d'intérêt, a permis un essor absolument spectaculaire de cette industrie aux États-Unis, là où précisément cette industrie était extrêmement... Il n'y a pas un pays au monde où on a foré plus de puits que les États-Unis. C'est vraiment, pour les tintinophiles, pour ceux qui aiment bien Tintin, c'est vraiment le pays de l'or noir, c'est vraiment les États-Unis. Donc toute cette industrie qui était en train de prendre la poussière du fait du déclin du pétrole conventionnel, du fait qu'on ne trouvait plus essentiellement de pétrole conventionnel aux États-Unis, elle a pu être remobilisée, les foreurs, les matériels de forage, les trains, pour faire ce boom du pétrole de schiste. C'est absolument impressionnant quand on regarde les régions où il y a des forages. Justement, c'est des dizaines de milliers de puits. C'est particulièrement en vrai au Nouveau-Mexique, au Texas, dans le Dakota. On regarde même sur Google Earth, on voit des puits partout. C'est la question... Dans des endroits désertiques. C'est vrai aussi dans le Dakota, il n'y a personne en fait. Est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que ce miracle économique, entre guillemets, du pétrole de schiste et des gaz de schiste peut durer? Alors, à nouveau là, je vais mettre à côté la question du climat, qui est le premier mobile pour moi suffisant, mais malheureusement, apparemment ça ne suffit pas, en tout cas à mes yeux, suffisant pour réussir la décarbonation. Donc là, dans tout ce que je vais dire, je vais à nouveau, malgré moi, mettre l'enjeu climatique de côté, bien malgré moi. Je disais tout à l'heure, on a franchi le pic du pétrole conventionnel, donc cette
plus ou moins rapidement, cette production mondiale va vraisemblablement continuer à s'effriter comme elle le fait depuis 2008. Et toute la question, c'est de savoir à nouveau si, voilà, on a une baignoire qui se vide d'un côté, et si avec les côtés conventionnels, et si avec les non conventionnels, dont le pétrole de schiste, on peut re-remplir et maintenir à niveau la baignoire, c'est-à-dire au niveau de 100 millions de barils jour consommés quotidiennement par l'économie mondiale. J'en sais rien. J'en sais rien, mais je pense qu'il y a des raisons prudentes, en particulier pour nous, Européens, de se dire les arbres ne montent pas au ciel, et peut-être que cet arbre du boom du pétrole de schiste va, lui non plus, pas monter au ciel. Je ne sais pas, peut-être qu'il va continuer à croître comme ça, mais pour nous, importateurs, consommateurs, c'est intéressant de regarder le verre à moitié vide. Bon. Et de fait, on observe depuis la crise du Covid que cette croissance, d'abord qu'il n'y a pas de réplique significative ailleurs qu'aux États-Unis de ce boom du pétrole de schiste, à mon avis, pour une raison très simple, c'est que l'industrie, que je viens de mentionner, l'industrie américaine du pétrole a été la première du monde. Donc il y avait les compétences, il y avait les capitaux, il y avait les infrastructures pour réussir un tel tour de force. Oui, parce qu'il y a des réserves importantes en Russie, en Chine, en Argentine. Il pourrait y en avoir. En Argentine, il y a un mini-boom, mais qui est précisément tout petit, enfin, comparé au boom qu'il y a au Texas, en Oklahoma. Les Canadiens arrivent à faire un peu de pétrole de schiste, mais là non plus, c'est pas des volumes aussi spectaculaires que ceux aux États-Unis. Les Russes, me semble-t-il, en Sibérie occidentale, ont renoncé. Et là encore, pour des raisons écologiques, c'est-à-dire que c'est très, enfin, géographique, on va dire. C'est très difficile de déployer une industrie aussi intensive en capitaux, c'est-à-dire en forage, comme vous l'avez dit, avec des forages très resserrés, beaucoup de réseaux, beaucoup de routes, en Sibérie occidentale. La Sibérie occidentale, c'est le cœur de l'industrie du pétrole conventionnel russe. C'est précisément ce pétrole qui est menacé de tarissement, qui est au bord du déclin, d'après l'AIE, d'après Moscou, avant la rechute du rideau de fer, d'après nous. À cet endroit-là, je parlais du paquet de cornflakes, là, on a fini les cornflakes. Bon, aux États-Unis, là où le boom, dans bien des endroits où le boom du pétrole de schiste a lieu, notamment le Permian, c'est-à-dire l'Ouest Texas et le Nouveau-Mexique, c'était du pétrole conventionnel qui a été épuisé. En Pennsylvanie, c'est la même chose. Donc en fait, on va chercher la source du pétrole conventionnel qu'on a épuisé. Bon. Aujourd'hui, là, on voit l'administration Trump qui dit allez, on a du liquid gold dans les mains, il faut y aller, etc. D'autre côté, on lit le Wall Street Journal, on lit le Financial Times et on écoute les capitaines d'industrie pétroliers qui disent ouais, enfin moi, ce que me dit Trump, il peut m'enlever des restrictions. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de restrictions pour forer aujourd'hui aux États-Unis, au Texas, au Nouveau-Mexique. Mais bon, soit qui nous enlève, qui nous facilite la tâche. Nous, notre choix, c'est un choix d'investissement. Et là, c'est pas M. Trump qui décide, c'est mon actionnaire ou c'est mon créancier. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pour le pétrole de schiste ? Le gros du boom du pétrole de schiste, c'est-à-dire de la crise de 2008 jusqu'au Covid, grosso modo, a bénéficié de la situation incroyable, hors norme, qu'on a mis en place précisément au lendemain de la crise de 2008, c'est-à-dire le quantitative easing et les taux d'intérêt extrêmement bas. C'est-à-dire la planche à billets. Si on veut dire la planche à billets. C'est-à-dire que la grande majorité des producteurs, des spécialistes du pétrole de schiste ont perdu de l'argent, ont été à cash flow négatif pendant l'essentiel du boom, en se refinançant avec de la dette et de l'émission d'actions. À partir de 2018-2019, on a vu commencer à apparaître des papiers dans le Wall Street Journal disant des créanciers, des fonds de pension, etc., qui disent bon, on aimerait bien avoir des dividendes à un moment donné quand même. C'est sympa votre truc, mais voilà. Et depuis, la croissance, il y a toujours une croissance de la production de pétrole de schiste, mais elle a marqué nettement le pas. Et donc se dire que c'est ça la planche de salut pour compenser le déclin plus ou moins rapide, mais néanmoins inexorable de la production mondiale conventionnelle, il y a des raisons d'en douter. J'en sais rien. Il y a des raisons d'en douter. Et en tout cas, il est prudent d'en douter, en particulier quand nous, Européens, on n'a pas ça. Du reste, pour l'anecdote, il y avait un endroit en Europe où il y avait des ressources identifiées de pétrole de schiste, et pour des raisons industrielles, parce que c'est trop profond, parce que ça ne s'est pas fait, en Pologne.
Et également au sud de l'Angleterre. Et également, il y avait quelques projets en France. Mais à chaque fois, on n'arrive pas à aligner les astres avant que ça soit même interdit en France de forêt s'il y avait des booms analogues au pétrole de schiste, je ne sais pas, dans d'autres pays qui sont en déplétion sur le conventionnel, au Mexique par exemple, ou au Royaume-Uni, c'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Donc, ou au Nigeria peut-être, je ne sais pas. Donc il y a des raisons derrière ça, et donc il y a des raisons de douter que ceci soit la planche de salut du système A, du système initial dont on veut sortir pour le climat. Parce que pour expliquer, en gros, pour forer du pétrole de schiste, est-ce que tu peux expliquer la différence ? Il faut beaucoup forer. En gros, est-ce que tu peux expliquer la différence entre un champ en Arabie Saoudite qu'on exploite pendant des décennies et le forage qu'il faut faire dans le bassin du Permien C'est très simple. En fait, les marges ne sont pas les mêmes. Il faut beaucoup plus investir. En gros, un puits de pétrole conventionnel, et c'est bien pour ça qu'on appelle ça l'or noir, tu fores au début, tu investis au départ massivement pour faire le forage, éventuellement pour faire le pipeline, pour faire la raffinerie. Et une fois que c'est fait, ce que les économistes appellent les investissements marginaux sont très faibles. Donc une fois que tu as fait ton investissement initial, tu es assis sur une rente, tu es assis sur du liquid gold, de l'or noir, pour, si tu as de la chance et que tu es saoudien, pour des décennies, si tu as moins de chance, comme les Européens, pour quelques années. Voilà. Mais il n'y a pas ces investissements marginaux qui sont le fait de la vie pour toute autre industrie extractive. Une mine de charbon, une mine de cuivre, que sais-je. Si tu arrêtes de réparer ou d'acheter des camions et de payer les ouvriers, la production s'arrête. Dans le pétrole, en tout cas à l'époque de l'âge d'or, c'était complètement différent. Le pétrole remontait de sa propre pression. Donc tu faisais un trou, je caricature, mais tu faisais un trou et t'étais... Bon, après, ça c'est compliqué justement. C'est-à-dire qu'il a fallu investir beaucoup plus pour mettre davantage de paille dans le verre, mettre des pompes sur les pailles pour absorber. Ça commence dans les années 2000, précisément au moment où on franchit le pic du pétrole conventionnel. C'est ce moment-là. Il y a un grand patron pétrolier américain, en 98, il a dit c'est la fin, on est à la fin du pétrole facile. Okay. Le pétrole de schiste, c'est pas un pétrole facile. Au sens où, donc, ça ressemble presque, ça s'apparente beaucoup plus à une industrie extractive classique. Il te faut des capitaux fixes, des machines qui vont percer la roche pour l'éclater et permettre au liquide de remonter. Si tu arrêtes de forer constamment de nouveaux puits, la production s'effondre. Le profil de production d'un champ conventionnel, c'est grosso modo une longue courbe comme ça asymétrique. Le profil de production d'un puits de pétrole conventionnel, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu as une production, tu lances, tu craques, tu fractures la roche, tu atteins pratiquement instantanément, c'est-à-dire en termes de jours ou de semaines, ta production maximale, et la zone que tu as fracturée libère son pétrole, et puis donc il faut que tu ailles forer 100 mètres plus loin ou 1 kilomètre plus loin pour refaire une courbe comme ça. En gros, les puits, ils s'épuisent en 1 ou 2 ans, quoi. Voilà, ils s'épuisent très rapidement. Ils sont tout petits et ils s'épuisent très vite. Oui, sauf que les États-Unis ont réussi cette prouesse industrielle, ils ont fait tellement de forage qu'ils arrivent à faire, avec toutes les queues de production, ils arrivent à faire un matelas de production absolument considérable, qui est quasiment de l'ordre du 10e de la production mondiale, ce qui est absolument gigantesque. Mais, en termes de rentabilité, et en termes surtout de complexité, de lourdeur industrielle, les pétroles conventionnels, c'était le vrai or noir. Les pétroles non conventionnels, en termes de volume, de machines, d'infrastructures qu'il faut déployer pour arriver à avoir des niveaux de production significatifs, et encore une fois, il n'y a que dans la première puissance économique mondiale qu'on est arrivé à faire ça, il ne fera jamais jeu égal. Donc c'est une autre raison de se dire ça va être compliqué pour les pétroles non conventionnels, parce que la situation pour les pétroles lourds est similaire en termes d'intensité de capitaux, pour que toutes ces formes alternatives et qui sont des ersatz en fait du pétrole de schiste, du pétrole conventionnel, fassent jeu égal précisément et compensent le déclin du pétrole conventionnel. Donc là, aujourd'hui, on s'est mis dans une nouvelle dépendance vis-à-vis des États-Unis. On est très, très dépendant des États-Unis d'un point de vue énergétique. Oui, et puis on va l'être de plus en plus. À mesure que la mer du Nord va continuer en tout cas à ne pas reprendre, et
poursuivre sa queue de production, à mesure que le continent africain, vraisemblablement, va continuer à décliner en termes de production, c'est-à-dire nos sources premières, demain peut-être la Russie, ça veut dire que pour le pétrole et pour le gaz, on va se retrouver mécaniquement, inexorablement, naturellement, si j'ose dire, de plus en plus dépendant des États-Unis et du Golfe arabo-persique, à condition que ces capacités de production des États-Unis en particulier puissent être maintenues. Et ça, il y a pas mal de responsables, de patrons du pétrole de schiste qui disent attention, à partir de 2030, ça va commencer à être vraiment compliqué. Parce qu'en fait, l'héritage, le poids des champs déclinants va être de plus en plus prépondérant vis-à-vis de la capacité de développer de nouveaux puits. Or là, en fait, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que Marc Blaiseau, qui a été le patron de la production de Total, il continue à être très prudent. Il fait partie de ces pétrogéologues qui continuent à être très, très prudents sur l'avenir du pétrole de schiste, parce que précisément, c'est une industrie nouvelle et on ne connaît pas bien encore les limites à la fois physiques et industrielles de cette ressource. Encore une fois, on ne cherche pas à prédire l'avenir, mais on dit juste, nous, Européens, on a une excellente raison de se décarboner qui s'appelle le climat, mais on en a une seconde qui est, attention, on n'est pas maître de notre destin dans ce système-là, tributaire des énergies fossiles. Donc si on veut récupérer notre destin, il faut compter sur nos propres ressources énergétiques, et elles sont essentiellement décarbonées par la force des choses, que ce soit le vent, le soleil, ou l'uranium qu'on arrive à importer, ou peut-être demain l'uranium appauvri qu'on a et qu'on pourrait re-rendre fertile avec la surgénération. Bref, il faut miser sur nos propres ressources énergétiques en comprenant bien que même si on est très très bon sur le solaire, sur l'éolien, sur le nucléaire et sur les énergies issues de la photosynthèse, il est peu probable, pour pas dire il est industriellement invraisemblable, qu'on puisse maintenir le niveau de consommation énergétique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut très vite et de façon très construite et lucide reconfigurer un certain nombre d'organes vitaux de la société, organes vital des transports, organes vital de l'agriculture, de l'industrie, etc., de façon à ce qu'ils soient aussi sobres que possible, que techniquement et en termes d'usage, aussi sobre que possible en énergie, parce que ça sera d'abord le moyen le plus sûr de montrer le chemin de décarbonation pour le climat, et puis parce que, pour nous, Européens, ça sera la façon la plus sûre de récupérer notre destin. Il y a un large consensus sur le fait que pour réussir, pas un consensus absolu, mais une large convergence qui n'existait pas il y a encore 3-4 ans, en France, pour dire, pour réussir la décarbonation, on a besoin de développer aussi sainement que possible toutes les sources d'énergie décarbonées. Ça sera loin, très très loin. En gros, on consomme 1600 TWh en France. L'ordre de grandeur, c'est pour retenir, laisser tomber 1000 TWh. Retenir 1600 et l'électricité, c'est 500. Okay, tout ce qui est entre ces 500 et ces 1600, c'est essentiellement du pétrole, du gaz, dont soit pour le climat, soit pour le pic pétrolier, il faut se débarrasser. Dans les 500, il y a aussi dans l'électricité, il y a aussi beaucoup de gaz. Dans l'électricité, il y a aussi beaucoup de gaz. C'est exact. Ouais. Donc c'est encore un peu plus. Mais en France, on a un mix électrique qui est, disons, largement, essentiellement, enfin majoritairement bas carbone. Oui, mais c'est pas le cas en Pologne, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le On est d'accord. Ouais. Justement, c'est pour ça que nous au Shift, on milite pour que la France montre le chemin, pas juste pour dire faites des centrales nucléaires partout. Trouvez les moyens industriels qui vont vous permettre de répondre aux besoins de votre société. Mais chemin faisant, et c'est là qu'on se retrouve profondément avec Negawatt, mais avec RTE, peu ou prou, avec la Direction Générale Énergie-Climat aujourd'hui, avec les gens du Secrétariat Général à la Planification Écologique, pour se dire, donc il y a nucléaire, renouvelable, efficacité énergétique. Alors ça, c'est heureux, c'est-à-dire qu'un moteur électrique est beaucoup plus efficace qu'un moteur thermique, mais il n'y a pas que ça. Et, je dirais, clé de voûte, parce que c'est ou plutôt maillon faible, mais maillon indispensable. Les marins disent qu'une chaîne ne vaut que par son maillon le plus faible. Le plus difficile, en tout cas politiquement, où là il y a le plus de malentendus, c'est sobriété structurelle, systémique. Comment est-ce qu'on s'organise ? C'est pas
dire aux gens de serrer la ceinture. Précisément, c'est le contraire. C'est comment est-ce qu'on peut s'organiser collectivement pour gaspiller moins d'énergie et précisément donner la capacité aux gens, et en particulier les plus modestes, de se déplacer, de manger ce qu'ils ont envie de faire et éventuellement de prendre plaisir à profiter de leur week-end à peu près de la manière... C'est-à-dire récupérer la capacité, et ça, nucléaire, renouvelable, efficacité, sobriété, aujourd'hui en France, alors, modulo cette histoire, les choix éthiques tout à fait respectables des gens qui sont anti-nucléaires, mais du coup, ils sont encore plus pro-sobriété, et du coup, c'est encore plus dur de convaincre les gens qui ne se sont pas plongés, qui n'ont pas eu la capacité, ou le temps, ou l'angoisse, pour se plonger vraiment dans cette tragédie qu'il convient d'éviter. Tous les gens se rejoignent sur ces 4 piliers. Ce sera la dernière question, mais ce que tu suggères là, ça veut dire une forme de fort colbertisme économique, disons de la planification écologique et économique très forte. Je sais pas, je vais prendre un exemple, mais on a laissé l'industrie depuis, 30, 40 ans faire ce qu'elle voulait, en termes, je prends les voitures par exemple, faire les segments qu'ils voulaient, très peu imposer des cahiers des charges. Là, ce que tu suggères, c'est que en fait, les États vont devoir dire, bah voilà, vous faites une voiture qui émet pas plus de 2 tonnes, pas plus de 2 litres au 100 ou des choses comme ça. On s'est engagé ou électrique. De panneaux thermiques à partir de 2035. Ça veut dire que l'État va devoir, les États vont devoir imposer un cahier des charges très strict au marché. Les États, je ne sais pas. Les nations, peut-être. Si elles reconnaissent, si les nations européennes reconnaissent à quel point elles sont dans une situation vulnérable, alors, je veux dire, il y a eu d'autres époques dans l'histoire récente de l'Europe où on s'est démocratiquement, je pense à l'Angleterre de Churchill, par exemple, ou je pense à la France de Jean Monnet. À l'époque, on a réinstitué, on a créé le commissariat au plan, où on a, à côté... Ou malgré l'axiomatique capitaliste classique, on s'est dit on va se donner d'autres objectifs de construction, de reconstruction d'un avenir commun, tout simplement. À côté, ou malgré les objectifs classiques de maximisation du profit. L'objectif de décarbonation, lui, il l'oblige, que ce soit pour le climat ou pour des raisons géostratégiques que j'ai développées, il oblige à prendre un virage fort par rapport aux règles du jeu classique. Fort. Et ça s'appelle des politiques industrielles. Ça s'appelle des politiques... Dans le cas de la décarbonation, c'est là où la comparaison avec la France de 1945 s'arrête. On était, en 1945, dans un monde exsangue, et on avait des perspectives de croissance. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que on rentre dans un système qui est d'emblée contraint. La production d'énergie bas carbone, on ne peut pas la multiplier par 4 comme ça du jour au lendemain. Même arriver à l'augmenter de 10, 15, 20%, ça suppose un effort industriel, c'est-à-dire des politiques industrielles extrêmement bien charpentées, où le premier élément, c'est que chacun, au sein des gens qui prennent la décision, et si possible, chaque citoyen, citoyenne, voit bien l'objectif. Pourquoi on fait ça ? Quand je dis il faut investir, il faut que la France, l'Europe investisse dans le train, pour la mobilité longue distance, et dans les alternatives au SUV avec une seule personne dedans pour la mobilité quotidienne. C'est un investissement collectif. Il y a de l'argent pour ça, il y a beaucoup d'épargnants pour ça, mais s'il n'y a pas la compréhension du fait qu'on a tout à gagner à le faire et tout à perdre, à continuer à refuser l'obstacle. Si on réalise ça, il y a plein de trucs qui deviennent possibles. Je ne suis pas sûr que l'effort... Tu as parlé d'efforts de guerre, moi je préfère parler d'efforts de paix et de reconstruction. Je ne pense pas qu'on soit face à un effort comparable, pour le coup, au quotidien, avec l'effort qu'ont pu faire nos grands-parents en 47, 48, 49, 50, en continuant à avoir des tickets de rationnement, en se privant de plein de trucs par la force des choses. Non, nous, on doit juste se dire, développer massivement des data centers pour faire tourner des vidéos de petits chats ou autres, alors qu'on a du mal à pérenniser, à développer plutôt la production d'électricité bas carbone.
bon, est-ce que, par exemple, on pourrait faire des choix? Je prends un exemple limite un peu. Est-ce que, par exemple, on pourrait brider une partie de la consommation de vidéos sur Internet en termes de qualité? Je ne parle même pas de censurer le porno. Je mentionne le porno parce que c'est un gros... Non, mais c'est un cas... c'est un quart du trafic ou quelque chose comme ça. C'est une part énorme du trafic. On s'est toujours pas dit, bon, ben, ce truc-là... En plus, l'œil fait, je sais pas si vous savez, mais au-delà de 400, je sais pas combien, là, de pixels par image, l'œil fait même pas la différence, en fait. Donc, on est... Et ça, je prends l'exemple du numérique, des vidéos, mais je pourrais parler de ce qu'on mange, la manière dont on... De façon complètement inconséquente, on a un certain nombre de pratiques, d'habitudes de consommation que n'avaient pas nos parents, que n'avaient pas ceux qui, comme moi, ont pas mal de cheveux blancs. On arrivait à vivre sans avoir la 5G, la 6G, la 8G tout le temps maintenant, etc. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en prenant cet exemple un peu extrême du numérique, un peu limite du numérique, mais tout à fait emblématique, je pourrais prendre des exemples équivalents, encore une fois, sur la manière dont on se déplace. TikTok, ouais, mais sur la manière dont on se déplace, la manière dont on surconsomme du textile jetable. La technologie, c'est ce qui nous permet, à nous, humains postmodernes, de faire société. Elle n'est jamais bonne ou mauvaise. Elle est bonne en soi. Elle est bonne ou mauvaise selon, éthiquement, ce qu'on choisit de lui faire faire. Les règles du jeu capitaliste, dans leur version la moins réglementée, la moins bridée, se fichent de ça. Plus on produit et plus on produit de profit, mieux c'est. Bon. On voit avec les questions de l'écologie que ça vient cogner contre les règles du jeu dominantes. Ben, si on a la lucidité et la cohérence nécessaires, on peut parfaitement, je pense, j'espère, dépasser ça et changer profondément un certain nombre de règles du jeu de façon à pérenniser ce qui est essentiel, c'est notre capacité à faire société, et à pérenniser, à donner un avenir à cette démocratie occidentale qui aujourd'hui, je pense pour des raisons essentiellement, finalement, au bout du bout, physiques, qui ont trait aux limites de la croissance, ce monde dans lequel on est rentré, pour moi, dans les années 70, qui arrive en butée. Donc il faut récupérer notre destin, il faut se redonner des objectifs clairs, simples, sensés, prudents, et derrière, nous organiser. Côté force productive, côté citoyen et consommateur, pour faire en sorte qu'on puisse continuer à jouir du progrès technique, mais, comme on dit dans le commerce, dans la limite des stocks disponibles. Prudemment, en adulte. Pour moi, on est en train de... Je suis profondément convaincu qu'on vit une crise d'adolescence. En fait, en tant que société moderne, on n'est pas très vieux. On a quoi? On a 4, 5 générations depuis la machine à vapeur, 5, 6. C'est très jeune. Un siècle, c'est très petit. Et quel voyage! Et pour moi, on est exactement au point d'un adolescent qui vient de faire une énorme poussée de croissance, qui est rentré 2-3 fois beurré de boîte et s'est foutu dans le fossé, qui a fait quelques conneries. Mais il n'est pas trop tard pour se dire, attends, on se pose, on réfléchit. Les règles du jeu qu'on a adoptées aujourd'hui, peut-être qu'elles sont partiellement ou complètement déconnantes. Et si on veut assurer un avenir pour nos gosses en Europe, dans une société raisonnablement libre et démocratique, alors il y a 2-3 ajustements dans les fondements physiques et techniques qui nous permettent de faire société. Enfin, j'en suis profondément convaincu, en tout cas, et c'est ce qu'on cherche à faire valoir au Shift Project. Mathieu Ozano, un grand merci d'être revenu au micro du Green Letter Club. Merci beaucoup. À bientôt.